Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est la multifonctionnalité des sols, comment différents indicateurs ont été choisis et combinés dans un indice de multifonctionnalité potentielle des sols, et je présenterai enfin les deux cartes distribuées. On se propose ici d'identifier quels sont les sols à protéger de l'artificialisation pour assurer la sécurité alimentaire d'une région sur le long terme, tout en minimisant l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Pour répondre à cette question, un indice de multifonctionnalité potentielle des sols a été développé. La question posée conduit à respecter quatre principes généraux. Dans un contexte de sécurité alimentaire, il s'agit tout d'abord d'identifier les sols capables de produire de la biomasse. Ces sols sont ceux permettant de bons rendements en grande culture. Les sols qui produisent de la biomasse doivent pouvoir le faire avec peu d'impact sur l'environnement. Mais les propriétés de sol utilisées pour construire l'indice doivent être disponibles à l'échelle régionale, soit directement dans des bases de données, soit par le calcul. Enfin, c'est l'aptitude des sols pour des usages agricoles qui doit être évaluée. On s'intéresse au potentiel de ces sols à produire de la biomasse et non à leur état actuel. Ce sont donc les propriétés intrinsèques des sols qui sont les plus pertinentes. Elles sont liées aux différents facteurs de la formation des sols et ne sont pas ou peu influencées par l'usage qui est fait du sol. C'est le cas par exemple de la teneur en argile ou de l'épaisseur du sol. Au contraire, les propriétés dites dynamiques, qui sont influencées par l'usage du sol, ne sont pas retenues dans cette évaluation. On peut citer la teneur en matière organique ou la biodiversité. Le terme de fonction du sol peut être défini simplement comme ce que fait le sol. Les fonctions du sol correspondent ainsi au fonctionnement et processus intrinsèques du sol, indépendamment de tout intérêt humain. Certaines de ces fonctions sont utiles à l'être humain et l'on a ainsi défini le concept de service écosystémique. Les services écosystémiques sont les bénéfices que les populations humaines peuvent tirer des écosystèmes. Un service écosystémique peut ainsi être vu comme un couple entre une fonction du sol et l'usage que l'on souhaite lui voir rendre. Ici, l'évaluation s'appuie sur trois services écosystémiques sélectionnés comme trois préoccupations agronomiques et environnementales actuelles des aménageurs et pouvant être traités à l'échelle régionale. Il s'agit de la production d'aliments, de biomasse et de fibres, de la régulation des crues et de la qualité des eaux de surface et souterraines, et enfin de la régulation du climat. On traduit les services écosystémiques en une série de fonctions du sol, elles sont quatre. L'habitat physique pour la croissance végétale, on l'a défini comme la capacité d'un sol à fournir un milieu physique adapté à la croissance végétale, en fournissant notamment eau, aération et espace pour le développement racinaire. La deuxième fonction est l'habitat chimique pour la croissance végétale. C'est la capacité d'un sol à fournir un environnement chimique adapté à la croissance végétale, en stockant notamment des nutriments sous une forme biodisponible. La troisième fonction correspond à la rétention et au transfert d'eau et de polluants. C'est le rôle tampon de la porosité du sol qui écrète les phénomènes de crue et de drainage rapide de l'eau et qui limite ainsi le transfert de composés potentiellement polluants vers les eaux de surface et les eaux souterraines. Enfin, la dernière fonction prise en compte dans l'indice est la séquestration du carbone. C'est la capacité d'un sol à réduire l'impact négatif de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur le climat par le stockage du carbone. Ces fonctions du sol sont observées sous conditions d'usage différentes du sol. Les usages agricoles pris en compte dans l'indice, du plus exigeant au moins exigeant, sont les cultures annuelles et les prairies temporaires, les cultures pérennes et enfin les prairies permanentes. Un sol est considéré comme multifonctionnel lorsqu'il permet la réalisation de plusieurs fonctions. C'est ce que l'on veut quantifier à l'aide d'un indice de multifonctionnalité potentielle des sols. Et voyons maintenant comment est calculé l'indice de multifonctionnalité potentielle des sols. On a quatre fonctions du sol, chacune caractérisée par une série de propriétés de sol, et croisée avec les trois usages. Les cultures annuelles et les prairies temporaires, les cultures pérennes et enfin les prairies permanentes. Elles sont ensuite comparées avec des seuils à ne pas dépasser pour avoir une adéquation de la propriété de sol pour l'usage considéré. Si aucun seuil n'est dépassé, la fonction est dite satisfaite. Au contraire, si un seul de ces seuils est dépassé, la fonction n'est pas satisfaite, car l'indice utilise le concept de facteur limitant. Un facteur limitant peut compromettre la réalisation de l'usage.
Cette évaluation est faite pour les 3 usages. Enfin, l'indice final, l'indice de multifonctionnalité potentielle des sols, correspond au nombre de fonctions satisfaites sur un maximum de 12. Dans cet exemple, il s'agirait donc de compter le nombre de ronds verts. On aurait donc une note de 10 sur 12. Deux types de cartes sont distribuées. La première carte distribuée correspond au service de production d'aliments, de biomasse et de fibres. Elle ne prend en compte que les fonctions d'habitat physique et d'habitat chimique pour la croissance végétale, pour les 3 usages du sol. Ainsi, le résultat est une note exprimée en nombre de fonctions satisfaites sur un maximum de 6 fonctions, c'est-à-dire 2 fonctions pour 3 usages. Sur cette carte, les couleurs brunes et orangées, entre 3 sur 6 et 6 sur 6, sont associées au sol avec le meilleur potentiel pour le service de production d'aliments, de biomasse et de fibres. Les couleurs grises, entre 0 sur 6 et 2 sur 6, sont associées au sol avec les moins bons potentiels. La représentation cartographique correspond à la modalité dominante. C'est la note du service de production de biomasse représentant la plus grande surface dans l'unité cartographique de sol. Certaines plages cartographiques sont laissées en blanc. En effet, les unités cartographiques de sol possédant des résultats très hétérogènes ne sont pas colorées pour inciter l'utilisateur à regarder la table attributaire. Le deuxième type de carte fournie est une carte de zonage des sols à forte multifonctionnalité potentielle. En plus des fonctions d'habitat physique et chimique pour la croissance végétale, les fonctions de rétention et transfert d'eau et de polluants et de séquestration du carbone sont prises en compte. Le résultat est donc une note exprimée en nombre de fonctions satisfaites sur un maximum de 12 fonctions, c'est-à-dire 4 fonctions pour 3 usages. Les sols considérés comme les plus multifonctionnels sont ceux ayant obtenu une note d'au moins 8 sur 12. Sur cette carte, on a en vert foncé des zones dont plus de 75% de l'espace correspond à des sols à fort indice de multifonctionnalité potentielle. En vert plus clair, on a des zones dont 50 à 75% de cet espace correspond à des sols à fort indice de multifonctionnalité potentielle. Le reste de la carte est hors zonage. Ces sols ne sont pas optimums pour l'agriculture, mais ils fournissent d'autres services écosystémiques qui doivent être étudiés avec des outils adaptés. Et voyons à présent quelles sont les limites d'utilisation de ces données. L'évaluation est basée sur un point de vue particulier de la multifonctionnalité des sols. Tout d'abord, elle ne prend pas en compte tous les services rendus par les sols. Elle suppose une préférence égale des utilisateurs vis-à-vis des services pris en compte, puisqu'ils ont tous le même poids dans l'indice. Et elle ne prend pas en compte les valorisations actuelles des sols comme les SICO. Nous recommandons ainsi de ne pas utiliser ces données au-delà de la question spécifique posée. Ces données sur les sols ne constituent par ailleurs qu'une information parmi beaucoup d'autres, qui doivent être mises en contexte avec d'autres données, comme les zonages environnementaux, les zonages agricoles, les aménagements, ou le climat et l'accessibilité aux parcelles. Enfin, les données d'entrée provenant du référentiel régional pédologique de la région Occitanie. Ces données n'ont pas la précision requise pour une évaluation à l'échelle infracommunale. Si vous souhaitez aller plus loin, la méthodologie employée pour le calcul de l'indice de multifonctionnalité potentielle des sols est entièrement décrite dans le document accompagnant les données.